Tout commence à l'aube. Pas un mot, pas un bruit, hormis le souffle discret des bottes frappant la terre poussiéreuse. Le ciel est encore noir au-dessus de la périphérie de Chiraz, grande ville paisible aux apparences tranquilles. Mais cette nuit-là, la tranquillité n'est qu'un leurre. Une trentaine d'agents des services de renseignement iraniens, vêtus de noir, progressent lentement dans un secteur résidentiel déserté. Pas d'uniforme, pas d'insigne. Juste des regards froids et des gestes millimétrés. Ce n'est pas une descente policière, c'est une opération chirurgicale, planifiée depuis des mois, orchestrée dans les moindres détails. Le renseignement est formel. Plusieurs individus, installés discrètement dans une villa isolée, opèrent depuis des semaines sous couverture diplomatique. Officiellement, ce sont des consultants en ingénierie, chargés de suivre un projet de rénovation civile. Officieusement, ce sont des ombres, des silhouettes mouvantes, invisibles dans la lumière du jour, mais actives à la tombée de la nuit. À l'intérieur de la maison, les hommes ne parlent pas le farsi, mais ils savent parfaitement où se trouvent les caméras. Ils évitent les artères principales. Ils utilisent des fréquences radio-cryptées, inaccessibles aux canaux classiques. Un détail trouble les enquêteurs. Dans leurs effets personnels, on découvre des armes de fabrication américaine. Des modèles récents, propres, jamais utilisés dans les circuits du Moyen-Orient. Plus inquiétant encore, plusieurs documents chiffrés, transmis via des serveurs relais en Europe de l'Est, semblent contenir des plans de sites industriels sensibles, des itinéraires de convois et des profils, des noms, des visages, des cibles. L'assaut est lancé à 4h23. Silence total. Une frappe coordonnée. 3 hommes capturés. Un abattu en tentant de fuir par les toits. Aucun échange de tirs. Aucun témoin. En 15 minutes, tout est terminé. Mais ce que les agents découvrent en fouillant la maison change la nature de l'opération. Car derrière les murs, ce ne sont pas des espions classiques. Ce sont des professionnels du sabotage, des agents spéciaux, peut-être du Mossad, peut-être plus encore. Et cette opération, en apparence locale, va bientôt faire trembler des chancelleries à des milliers de kilomètres. Le Mossad, ou l'œil d'Israël dans l'ombre, il n'était pas là par hasard, ni par erreur. Les premiers interrogatoires sont confus, laconiques, les visages fermés, les regards entraînés à ne rien trahir. Mais un mot revient, encore et encore, dans les échanges codés interceptés avant le raid. Keshet. En hébreu, cela signifie « arc », mais dans certaines unités, c'est bien plus qu'un mot. C'est un nom de code. Très vite, les autorités iraniennes lient les indices. Ces hommes ne sont pas de simples espions. Ils appartiendraient au Mossad. Pas à une cellule passive de surveillance. Non. À une unité d'élite, des saboteurs, des techniciens en guerre électronique, des spécialistes en infiltration profonde. Chaque membre de cette équipe semble avoir un rôle précis. L'un est un expert en explosifs, capable de placer des charges sans laisser de traces. Un autre, formé aux États-Unis, maîtrise les systèmes de brouillage de drones et de radars. Le troisième, ingénieur en physique nucléaire, avec un faux CV impeccable. Il aurait eu accès aux abords d'un site d'enrichissement classé top secret. Leur objectif? Selon les premières fuites du renseignement iranien, saboter une infrastructure sensible. Pas forcément un site militaire, non. Peut-être un hôpital, un barrage, une centrale électrique. Créer un effet domino. Pousser la population à douter, à paniquer. Faire passer l'Iran pour instable, vulnérable, incapable de protéger ses propres citoyens. Mais c'est ce que les agents iraniens trouvent dans leurs valises qui fait basculer cette affaire dans une autre dimension. Des munitions marquées US Army, not for resale. Des cartes électroniques avec des puces estampillées. Raytheon et Lockheed Martin. Et, plus troublante encore, un badge diplomatique d'une agence américaine, volé ou prêté. On l'ignore encore. Téhéran y voit un message, un fil invisible qui relie Tel Aviv à Washington. Le Mossad opère rarement sans garantie. Et ici, les garanties semblent « made in USA ». Alors une question s'impose. S'agit-il d'une coopération clandestine entre les deux alliés historiques? Ou bien le signe d'une guerre secrète bien plus vaste,
où chaque opération n'est qu'un pion sacrifié sur un échiquier brûlant. La révélation choque, l'implication indirecte de Washington. Coïncidence? Vraiment? C'est la première question que soulève l'état-major iranien lorsque les photos des armes saisies circulent. Marquage net. Property of US Military. Numéro de série lisible. Aucune tentative d'effacement. Pas de bricolage, pas de contrebande. Du matériel de première main. Alors, erreur d'aiguillage, fuite incontrôlée d'armes. Ou quelque chose de beaucoup plus inquiétant, un feu vert discret. Un clin d'œil complice entre l'Amérique et son allié israélien. Téhéran, sans surprise, ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Devant les caméras, les porte-paroles parlent de preuves matérielles irréfutables d'une coopération hostile entre les États-Unis et Israël sur le sol iranien. En coulisses, les mots sont bien plus crus. Acte d'agression déguisé, viol de souveraineté, guerre hybride. Mais dans les chancelleries occidentales, c'est le silence radio. Washington ne confirme rien, ne nie rien non plus. Aucun communiqué, aucune condamnation officielle de l'opération iranienne. Le silence, comme aveu involontaire. Les analystes internationaux sont divisés. Certains évoquent une manipulation iranienne, une mise en scène pour diaboliser l'axe américano-israélien. D'autres, au contraire, pointent une stratégie bien rodée. Utiliser des agents israéliens pour réaliser le sale boulot, avec des outils américains, dans une logique de déni plausible. Ainsi, en cas d'échec, Washington peut se laver les mains. En cas de réussite, l'objectif est atteint. Mais une chose est sûre, ce type de matériel n'arrive pas par hasard entre les mains du Mossad. Il faut une logistique, des accès, des autorisations, des complicités. Et alors, une autre question, plus troublante, émerge doucement. Et si cette opération n'était qu'un test? Un ballon d'essai pour mesurer les capacités de réaction iranienne? Un prélude à quelque chose de plus vaste? Un message codé envoyé à Téhéran et au monde entier. Nous sommes déjà là, et nous savons où frapper. Une déclaration de guerre ouverte? Non. Pire, une guerre qui refuse de dire son nom. Là où le politique rencontre le spirituel. À ce stade, ce n'est plus simplement une affaire d'espions et de frontières violées. Ce qui se joue en coulisses dépasse les circuits classiques de l'intelligence militaire. C'est une guerre d'idéologie, de vision du monde, de croyances. Pour certains, cette opération n'est qu'une manœuvre géopolitique parmi tant d'autres. Mais pour l'Iran, elle touche au sacré. Elle n'est pas qu'une attaque contre une nation. C'est une profanation symbolique. Un affront contre un peuple qui se pense gardien d'une vérité supérieure. Le régime iranien ne cache pas sa lecture métaphysique de l'événement. Le combat ne serait pas entre l'Est et l'Ouest, ni même entre États, mais entre l'ordre divin et un monde gouverné par l'illusion, la manipulation et la corruption. D'un côté, la souveraineté, l'islam révolutionnaire, l'idée d'un axe de résistance guidé par une justice transcendante. De l'autre, un réseau global d'influence, d'espionnage, d'hégémonie culturelle et militaire. Un système qui ne recule devant rien pour maintenir son contrôle. Et dans cette lecture quasi eschatologique des événements, chaque affrontement, chaque capture, chaque révélation prend une valeur symbolique. Ce n'est plus un simple espion qui tombe. C'est un pion de l'illusion qui s'effondre. Ce n'est plus une bombe qui explose, mais une ligne invisible entre le bien et le mal qui est franchie. Téhéran place son action dans une continuité presque prophétique. Défendre non seulement sa terre, mais l'âme même d'un peuple. L'opération est alors présentée comme une réponse sacrée à une agression impie. Mais, derrière cette posture mystique, une autre question dérange. Et si cette quête de vérité n'était en fait qu'un habillage spirituel d'une revanche politique? Et si, sous le drapeau de la foi, se cachait la même soif de contrôle que ceux qu'on accuse? Car dans ce théâtre de l'ombre, chaque camp prétend défendre la lumière. Et pourtant, les méthodes se ressemblent étrangement. Sabotage, mensonge, manipulation. Tous disent combattre le mal. Mais qui, alors, dit encore la vérité ?